Fin des années 80, une société isolée sur un petit atoll situé en Polynésie française est le théâtre d'une hystérie collective sur fond de mysticisme qui va causer un drame bouleversant la vie de ses quelques habitants et entraînant la mort de 6 personnes. Un massacre sans précédent pour ce petit coin paradisiaque, laissant derrière lui de profondes blessures, restées dans les mémoires des habitants aujourd'hui encore. Nous sommes en 1987. Whaiti est l'un des 76 atolls des îles Tuamotu, un lieu paisible de moins de 10 km², constitué d'une population n'atteignant même pas les 200 habitants, regroupés au sein d'un unique village. Les résidents, dont moi-même, vivent essentiellement des ressources disponibles sur place. Notre économie repose en grande partie sur les cocotiers dont on extrait le copra. Vous savez, la partie blanche composant l'intérieur des noix de coco. Mais aussi sur la pêche, car nous avons tout de même près de 400 espèces de poissons présents dans le lagon, profond de 3 à 5 mètres. Nous avons également installé des parcs à poissons qui permettent de se fournir rapidement sans épuiser les ressources primordiales à l'écosystème marin. Parmi les autres richesses de notre île figurent les riches récifs coralliens qui font le bonheur des passionnés de plongée sous-marine ou encore la culture des perles noires, rares et uniques au monde, comme dans l'ensemble des îles Tuamotu. Le village de Whaiti ne comporte que quelques rues, dont on peut faire le tour en un peu moins de 30 minutes. Malgré cela, on peut y trouver une petite boulangerie, mais cette dernière n'est ouverte qu'1 heure par jour, au lever du soleil, et il faut commander son pain la veille. À côté de ça, une poste et son unique téléphone, seul moyen de prendre contact avec l'extérieur. Bien que minuscule, notre petit bout de terre offre un aperçu de l'architecture typique des îles polynésiennes. Nos rues, nos maisons sont toujours bien entretenues, décorées de nombreuses sculptures de bois flottés et de coquillages. La vie sur place se déroulait paisiblement. Nous y vivions tous sereinement, y coulant des jours heureux malgré la rigueur de notre quotidien, du moins jusqu'à ce que tout soit chamboulé par leur arrivée. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est arrivé par la suite, je me dois de vous parler d'abord de Lisavi, une femme d'une 50aine d'années, connue dans toute la Polynésie pour sa piété, et célèbre pour ses visions et ses transes, qui lui ont valu une forte notoriété à Tahiti, où elle officiait avant sa venue sur notre île. Lisavi faisait partie d'un courant religieux très en vogue au sein de la Polynésie à l'époque, et dont le père Teru était le responsable du mouvement. Les comportements de Lisavi devenaient trop extrêmes et nuisant à l'image de cette branche religieuse, le père Teru demande à cette dernière d'arrêter ses exactions. Faisant fi des recommandations de son supérieur, et suivant la vision qu'elle a eue sur un tsunami risquant d'engloutir l'atoll de Whaiti, Lisavi décide de partir vers celui-ci, accompagnée de 2 comparses la secondant, afin de nous faire bénéficier de ses prières et de ses pouvoirs autoproclamés pour empêcher la catastrophe qu'elle dit être imminente. C'est ainsi qu'au milieu de l'été, en août 87, les 3 femmes débarquent sur le sol de notre île, créant l'événement et accueillis à bras ouverts par les habitants. Lisavi enchaîne les prêches auprès des villageois, exerçant une influence importante auprès d'eux. Pour ma part, je faisais partie des suspicieux, et j'ai préféré ne pas accorder trop d'importance à ses paroles, ses prédictions et les solutions protectrices qu'elle promettait d'apporter à toute personne acceptant de suivre ce qui s'apparentait clairement à un culte dédié à sa gloire, accumulant les repentances publiques et les prières qui deviennent quotidiennes. Cependant, très vite, quelque chose change chez les habitants. Du fait de leurs habitudes bouleversées par les actes de Lisavi et des 2 complices, les enfants se montrent plus fatigués et n'arrivent plus vraiment à suivre les cours à l'école.
En dehors de ceci, ils passent le plus clair de leur temps à prier, et à la demande de celle qui a acquis un statut de prêtresse aux yeux des habitants de Faïté, des groupes de prière sont bientôt créés, étendant le pouvoir influent des 3 prédicatrices. Au sein de l'espace clos constituant notre petite île, le trouble commence à germer dans les esprits de mes compatriotes. En effet, durant les semaines où l'Isavi et ses comparses résident sur l'île, l'attitude de la population change peu à peu, jusqu'à glisser vers un climat de suspicion et d'angoisse mystique. L'Isavi, décidant d'apporter sa parole vers d'autres lieux, suivant ses nouvelles visions, il désire cependant laisser une empreinte de sa présence sur Faïté avant son départ de l'île. Ceci afin d'ajouter une pierre à l'œuvre qu'elle et ses 2 complices ont mis en place sur l'île. Après 3 semaines passées sur notre lieu de vie, l'Isavi décide de nommer des responsables chargés d'opérer à des chasses aux malins. Était-ce un caprice du destin ayant servi l'Isavi? Toujours est-il que les jours suivant le départ des 3 femmes, rajoutant au climat particulier déjà en place, les figures de l'autorité de notre île ont été amenées à partir, afin de se rendre au congrès des communes comme chaque année, laissant ainsi l'atoll aux mains de jeunes gens en proie à une lutte intestine contre le démon. Au même titre que les superstitions tenaces mises en place à Salem par les personnalités religieuses imposant leur mode de pensée avaient conduit au drame s'étant inscrit dans les livres d'histoire, Faïté s'est retrouvé plongé dans une ambiance similaire, où mysticisme et croyance se mélangeaient à des hallucinations et des actions punitives. Tout comme à Salem, dont le parallèle avec Faïté semble de plus en plus proche, la jalousie et la suspicion exacerbée, accentuées par les disciples formés par l'Isavi, provoquent des ravages. On ne sait pas trop ce qui a été la source exacte des premiers témoignages, mais une grande partie de la population fut convaincue qu'une présence maléfique hantait l'île, et pas n'importe laquelle. Nombre d'entre eux affirment que le diable lui-même s'est installé à Faïté, et qu'il faut absolument l'en déloger, sous peine de voir toute la population devenir des damnés destinés à accomplir les desseins du maître des enfers. Aucune véritable autorité n'étant sur place à ce moment des faits, personne n'est en mesure de ramener au calme ou à la raison les esprits ayant perdu tout discernement et confondant réel et hallucination collective. Fin août, les adeptes du culte de l'Isavi, s'étant vu confier le rôle et le pouvoir spirituel de chasser le diable de l'île par leur prêtresse, 2 jours auparavant, se font un devoir de se lancer dans une quête insensée, celle devant servir à déloger le malin de sa cachette, de le faire partir de nos terres. Dans ce but, ils pratiquent des séances d'exorcisme envers les habitants se pensant possédés. Si certaines se révélaient assez inoffensives, basées essentiellement sur de longues prières ritualisées, d'autres en revanche s'avéraient bien plus violentes, se composant de bains forcés, flirtant quasiment avec des noyades improvisées, l'ingestion de produits très nocifs pour rendre les corps possédés inhabitables pour le diable, quand ce n'étaient pas des coups portés sur les victimes volontaires pour subir ces traitements, car persuadés que tout ceci était nécessaire pour sauver leur âme. Au bout de 4 jours, la vie, auparavant insouciante et paisible de l'atoll, bascule, pendant 3 interminables jours, dans l'horreur. Au paroxysme de cette folie, un bûcher de fortune est construit aux abords de l'église locale, dont les immenses flammes éclairent la nuit noire. Bien évidemment, ce bûcher fait partie intégrante des plans d'épuration de la présence maléfique du diable sur l'île, tels que l'ont institué les disciples de l'Isavi. Dans ce climat de terreur, les instituteurs de l'île, inquiets pour cette sombre et ténébreuse atmosphère, se réunissent pour disserter sur la situation. Ils apprennent ainsi que quelques jours auparavant,
l'adjoint au maire a fait une crise d'épilepsie, crise interprétée par les chasseurs du diable comme une manifestation diabolique. Ces derniers déclarent l'homme possédé et entreprennent d'employer les moyens nécessaires afin de chasser le malin de son corps. Ils commencent par lui faire subir des bains de mer forcés, suivis de traitements à base de cuillères de pétrole qu'ils font ingérer directement dans la bouche du malheureux, pensant ainsi y faire partir le mal en lui. Le résultat n'étant pas convaincant, ils le rouent de coups, toujours dans le désir de rendre le corps habité par le diable impossible à habiter, afin de forcer ce dernier à en sortir. Après le décès de l'homme, dans un souci de sécurité et pour parachever leur action, ils décident de brûler le corps sur le fameux bûcher érigé spécialement. Apprenant cela, les instituteurs ont paniqué et réfugié dans un logement de fonction, enfermé, isolé. L'un d'entre eux prend la décision d'avertir le maire. Mais l'île ne possède qu'un seul téléphone, et celui-ci est à la poste, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Le trajet pour s'y rendre est assez court, mais néanmoins très risqué dans cet environnement digne des enfers, où tout acte considéré comme suspect aux yeux des disciples de l'Isavi peut être perçu comme le signe d'une possession. Malgré cela, la peur au ventre, l'instituteur se lance dans cette expédition angoissante. Il réussit finalement à prévenir la femme du maire au travers d'un message légèrement codé, sans doute de crainte que l'appel soit intercepté par quelque manière que ce soit par les chasseurs de diables, afin d'indiquer que quelque chose ne va pas à failleter. Pour confirmer ses craintes, l'appel fut coupé et il reçut un avertissement, l'enjoignant à ne pas se mêler des affaires se déroulant sur le sol de l'île. Sur l'ensemble du minuscule atoll, l'hystérie collective est partout. Des habitants se pensent possédés et réclament un exorcisme pour les libérer. Ils souhaitent que l'on fasse sortir le diable en eux qui tente de les contrôler. D'autres sont tellement terrorisés par tout ce qui se passe qu'ils préfèrent se ranger du côté des exorcistes, afin d'obtenir une forme de sécurité. Nombre d'habitants sont déclarés possédés, pour des raisons parfois futiles et sans fondement aucun. Ils sont alors torturés, puis immolés par le feu dans l'immense brasier. Ceux qui osent s'opposer à ces actes de barbarie finissent à leur tour sur le bûcher. On recense même le cas d'un fils persuadé que sa propre mère est aux mains du malin et qui finit par jeter cette dernière lui-même au feu. Les flammes, annoncées comme purificatrices, deviennent les flammes de l'enfer. Certains tentent malgré tout de prévenir l'extérieur et parviennent à prévenir le père Terru de la situation devenue incontrôlable. Ce dernier prend alors l'avion puis le bateau afin de se rendre rapidement sur l'atoll. Dès son arrivée, non sans mal, il parvient à mettre un terme aux exorcismes en série. Après 2 jours et 2 nuits de folie infernale, les gendarmes dépêchés sur place découvriront 6 corps calcinés. D'autres victimes sur le point d'être brûlées à leur tour furent sauvées in extremis. Le 8 septembre, les membres de l'équipe éducative, le directeur de l'école et les 2 instituteurs étant parvenus à échapper à l'enfer, sont évacués de l'île. Celle-ci, bien que marquée à tout jamais, finira peu à peu par retrouver sa quiétude les jours suivants. Mais aujourd'hui, 36 ans après les faits, personne n'a oublié ce qui s'est passé. Cette creepypasta s'inspire d'un fait s'étant réellement déroulé. J'ai changé le nom des protagonistes dans un souci de respect et de mémoire pour les familles endeuillées.